Alors toujours avec moi en plateau, Robert Euseb, directeur des services numériques d'Ingerop, et Didier Crinck, président directeur général d'IDC France. Messieurs, merci une fois de plus d'être ici. Alors rapidement, une phrase chacun sur vos entreprises. Didier, si vous voulez commencer. Alors IDC, c'est le leader mondial des études de marché sur tout ce qui est informatique, numérique et Internet, avec des filiales dans 52 pays. Et je dirige la filiale française. Très bien. Robert, à vous, Ingerop. Ingerop est une société spécialisée dans l'ingénierie du bâtiment, des transports, des infrastructures, de l'énergie, de l'environnement. Ce sont 2000 ingénieurs qui travaillent en France, en Angleterre, en Espagne, au Chili, en Afrique du Sud, entre autres. Et vous connaissez également très bien le secteur des médias, puisque vous avez été DSI d'Arte pendant de nombreuses années. J'ai effectivement été DSI d'Arte pendant 12 années, durant lesquelles effectivement s'est opérée la transformation numérique de la chaîne. Alors justement, première question, qu'est-ce que c'est la transformation numérique finalement? Est-ce qu'il y a une seule définition ou est-ce que chacun y va un petit peu à sa sauce? Alors il y a une définition pour IDC, puisque quand on parle de transformation, quand on parle de quelques sujets que ce soit, on est d'abord obligé de leur dire voilà de quoi on parle. Et nous, ce qu'on pense, c'est que tout démarre de ce qu'on a appelé l'expérience client, qui avec la mobilité, le cloud, le big data, enfin tout ça. L'expérience client et l'expérience du consommateur, c'est-à-dire la façon dont le consommateur entretient des relations avec les produits qu'il achète ou avec les entreprises avec lesquelles il est en contact, a complètement changé en quelques années et il a fallu s'adapter et mettre en place toute l'organisation qui va bien. Et puis du coup, il est devenu plus volatile, il est devenu moins fidèle aux marques, il a beaucoup changé sa façon de faire. Il va sur Internet avant d'aller dans un magasin, il compare les prix, ils échangent entre eux des impressions sur leurs expériences respectives. Et puis voilà, ça a pris une ampleur extrêmement importante. Au début, les entreprises voyaient ça d'un œil un petit peu amusé en disant oui, c'est important, ça va sans doute nous impacter un jour. Et puis assez rapidement, on s'est aperçu que non seulement ça allait impacter ceux qui étaient directement dedans, comme les médias, comme la musique, comme la grande distribution, mais que ça a impacté, on l'a vu récemment avec les affaires taxi, Uber, etc., ça va impacter les business models de beaucoup d'entreprises existantes et déjà bien installées sur le marché. C'est ce que Maurice Lévy a appelé l'ubérisation de l'économie. Et qui est le mot à la mode en ce moment, tout le monde en parle. Robert, est-ce que vous avez la même définition? Pour vous, elle est figée, elle n'est pas figée? Alors la transformation numérique est un terme assez récent. En fait, on se rend compte qu'elle a démarré bien avant que ce terme existe. Ce sont effectivement des transformations qui ont impacté les entreprises depuis que, on va dire, l'informatique est née, il y a une cinquantaine d'années. On est clairement sur des phénomènes de fond, des phénomènes sociétaux qui dépassent largement le cadre de l'entreprise. Beaucoup de philosophes et de sociologues ont planché sur cette question. Clairement, l'humanité traverse une période comme elle en a rarement connu par le passé. Et nous sommes effectivement, comme nous avons maîtrisé la matière, comme nous avons maîtrisé l'énergie, aujourd'hui nous maîtrisons l'information, le traitement de l'information, le transport de l'information. Et tout cela, effectivement, remodèle complètement les sociétés et les entreprises. Alors ces entreprises, effectivement, elles doivent appréhender cette question-là sur le plan de la relation client, comme l'indique fort justement Didier Crinck, probablement aussi sur les process internes, parce qu'une entreprise qui veut se transformer, eh bien, elle doit d'abord bien fonctionner en interne. Et puis, il y a aussi le produit qui, à un moment donné, est interpellé par cette transformation numérique. Et aujourd'hui, on numérise des produits et on parle d'objets connectés. Donc, à un moment donné, cru pouvoir numériser ou connecter, finalement. Voilà. Alors, derrière tout ça, finalement, quels sont les enjeux pour les entreprises? Est-ce que c'est transforme hors d'ail? C'est quoi l'idée? C'est si on fait rien, on va droit au mur? Alors, si on fait rien, ce qui est sûr, c'est qu'on va, comme disait Las Palais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je pense qu'effectivement, ils vont avoir des problèmes. Les enjeux, ils sont on a vu comment on a structuré notre conférence Executive Digital Summit. On a vu 4 challenges, c'est ce qu'on a défini, 4 challenges. Premièrement, celui dont on a parlé déjà, l'expérience client. Le client, premier challenge, c'est le client. Le deuxième challenge, c'était effectivement, Robert le mentionnait, les processus internes et la façon dont il faut soi-même se révolutionner, etc. Et comment on
gère l'existant par rapport à toutes ces nouveautés qu'il faut mettre en place, ce qui n'est pas simple en fait. Hein. Le troisième challenge, c'est la donnée. C'est surtout la donnée qui devient le nouveau patrimoine de l'entreprise. Or, cette donnée, elle est en danger quand elle est dans le cloud, il faut savoir la protéger, il faut savoir. Et donc, il y a des problèmes de cybersécurité qui vont autour de tout ça. On l'a bien vu, ça c'est un grand challenge aussi. Et le dernier, le quatrième challenge, c'est les collaborateurs, la façon de les manager, la façon de gérer leur carrière et la façon de les attacher à l'entreprise. Alors sur l'expérience client, qu'est-ce qui est dur finalement? C'est de fidéliser, vous le disiez, c'est très volatile, tout va très vite, ils sont très versatiles, ils veulent tout instantanément, ils peuvent tout comparer. Est-ce que le client est d'autant plus roi du temps de la transformation digitale? Moi, je le crois, c'est ce que nos enquêtes montrent, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la relation directe... Prenons juste un exemple frappant. On avait Norbert Semondi, qui est le Chief Digital Officer de laboratoire Sanofi, la partie vaccin, et qui nous expliquait, il dit, nous, on a vécu pendant des dizaines d'années, on ne voyait pas le client. On vendait nos vaccins à des pharmaciens, on était en B2B complètement. Et puis tout d'un coup, s'est levé sur les réseaux sociaux une polémique concernant les vaccins, dont tout le monde a entendu parler, et on a vu que notre business, si on faisait rien, si on n'apprenait pas à parler à nos clients, eh ben, on était en danger. Et donc, on s'est mis à apprendre à parler à nos clients finaux. Robert, un petit mot? Alors absolument, donc transformation ou pas transformation, je pense qu'il n'y a pas le choix. Si on reprend un peu tout à l'heure les analogies, on imagine une entreprise qui n'accepterait pas d'imprimer, l'imprimerie qui a été une révolution, il fut son temps. Donc effectivement, la transformation numérique, elle ne se discute pas, elle est là et il faut l'aborder et l'entreprise ne peut pas l'ignorer. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. L'autre point qui est aussi à prendre en compte, c'est l'accélération des cycles. On voit aujourd'hui qu'effectivement, les choses en 1 année, 2 années, 3 années émergent, d'autres disparaissent. Et pour l'entreprise, ça c'est particulièrement important et ça peut être effectivement des sources d'opportunités formidables, mais il y a aussi des risques associés. Donc par rapport à cette transformation numérique, il s'agit d'être en veille permanente et il s'agit de mettre en place les dispositifs qui vont permettre à l'entreprise de saisir ces opportunités et de faire en sorte que cette transformation numérique, à travers cette relation client, à travers la numérisation des produits, elle puisse s'opérer pour offrir toujours des meilleurs services à nos clients. Alors, est-ce que les différents secteurs sont impactés au même moment et de la même manière? Par exemple, dans les médias où vous avez travaillé longtemps, est-ce que les médias sont impactés de la même manière que le bâtiment et au même moment, ou est-ce qu'il y en a qui ont été impactés bien avant? Dans la question, il y a un peu la réponse. Eh bien, effectivement, non. Les technologies, elles avancent à leur rythme, même si les cycles avancent rapidement et se réduisent en durée. Eh bien, il y a des possibilités à un moment donné. Et effectivement, les médias, que ce soit la presse écrite ou les médias télévisés, ont connu cette révolution technologique probablement en avance de phase. Et dès le début des années 2000, on a vu effectivement les modèles économiques et les produits, si je puis dire, délivrés aux clients qui ont changé dans leur forme, dans leur contenu. Les journaux se numérisent. Aujourd'hui, les journaux se consultent sur les supports numériques. Les chaînes de télévision délivrent certes encore en live, mais de plus en plus à la demande, avec des formules qui sont des formules qui n'existaient pas il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, effectivement, le bâtiment voit s'ouvrir devant lui tout un champ des possibles qui n'étaient effectivement inimaginables il y a encore quelques années et qui vont permettre de révolutionner complètement la façon dont les bâtiments vont être conçus, construits, dont les usagers vont vivre la ville et les transports. Et effectivement, ces choses-là sont devant nous. Et en plein mouvement. En plein mouvement. Alors, un petit mot sur l'optimisation et l'efficacité des processus internes. Alors, donc la digitalisation de l'entreprise, on le disait, ça veut aussi dire l'optimisation des processus internes, mais concrètement, ça passe par quoi, Didier? Concrètement, ça passe par la mise en place d'outils, d'applications. En fait, de la même façon que le consommateur a son portail d'appli mobile sur son iPhone, etc., il faut aujourd'hui que dans l'entreprise,
les différents services disponibles soient sous forme presque de services qu'on appelle des services web, dans lequel on inclut à la fois des applications qui sont des applications métiers développées dans l'entreprise, des services éventuellement externes, des choses qui sont sur le cloud comme Salesforce ou autre chose, ça. Et donc on puisse, que la DSI elle-même se transforme en broker de services quelque part, et que les gens puissent comme ça accéder à ces ensembles avec derrière des services partagés, notamment autour des données, et une sécurité garantie, quoi. Et dans le bâtiment, concrètement, ça s'applique comment? Ça se matérialise comment? Alors, les process internes sont les process de l'entreprise. Donc, il s'agit effectivement de mettre à disposition des collaborateurs les outils les plus modernes en termes de communication. Ingerop est une entreprise qui est très largement répandue sur le territoire français et aussi à l'international. Donc, tous les outils qui vont favoriser la mobilité des collaborateurs sont des choses qui vont permettre d'améliorer grandement le fonctionnement. Ce sont aussi les métiers de l'entreprise, les métiers classiques, les services supports, mais aussi les directions métiers. Il s'agit de leur mettre à disposition les outils les plus modernes. Dans le domaine du bâtiment, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'on va passer d'un modèle statique en plan, les plans 2D, à un modèle qui sera un modèle beaucoup plus dynamique, 3D, qui sera une réelle représentation virtuelle de ce que sera le bâtiment une fois construit. C'est quelque chose qui révolutionne complètement la façon de fonctionner au niveau des entreprises d'ingénierie, en phase de conception et aussi en phase de réalisation, puisqu'à un moment donné, tous les corps de métier interviennent sur le même objet, qui est la maquette du bâtiment, avec donc une remise en cause des process, d'un séquencement qui va changer, puisque chaque corps de métier pourra intervenir simultanément sur le même objet, la maquette, et des possibilités nouvelles, puisque l'on va pouvoir simuler le fonctionnement du bâtiment, simuler son vieillissement, proposer donc aux usagers et aux promoteurs de voir comment effectivement le bâtiment va se comporter. Ça entraîne quoi finalement? Un gain de temps, un gain de coût, un gain de... Des services nouveaux, je l'ai indiqué, le fait de pouvoir représenter en 3D et de manière totalement dynamique ce que sera demain le bâtiment est quelque chose qui est très important. Le client va pouvoir se promener virtuellement dans son bâtiment, voir quels sont les espaces, les volumes. Les différents corps de métier vont intervenir sur le même objet. On va réduire les cycles de conception. Le time to market va s'en ressentir grandement. On va améliorer la qualité, puisque le fait de pouvoir simuler la réalité, et bien des incohérences qui étaient possibles lorsque chacun arrivait avec son plan propre à son métier, et bien demain n'existeront plus, puisque chaque corps de métier intervient sur le même objet, et donc les incohérences sont détectées dès les phases de conception. Donc voilà des exemples qui aujourd'hui sont on voit bien à travers cet exemple, c'est un exemple flagrant d'un secteur qui existe, qui est bien établi, etc. Ce que la transformation numérique apporte, elle exporte essentiellement trois choses. Elle apporte, on transforme l'existence, on fait mieux et plus rapidement et pour moins cher ce qu'on faisait déjà. Deuxièmement, on offre d'autres services, des services qui n'auraient pas été possibles avant, donc on crée une valeur supplémentaire, on peut développer du business supplémentaire par rapport à ce qu'on faisait avant, et troisièmement, on déplace la valeur, c'est-à-dire que tout d'un coup, la valeur, elle se situe dans justement cette capacité de regarder de ce qu'on fait, de se balader virtuellement dans le bâtiment pour pouvoir faire ses choix, et de la même façon que dans l'hôtellerie, la valeur, elle s'est déplacée sur Booking.com et non pas sur les assets immobiliers qu'avaient les chaînes immobilières, et elles ont dû vraiment fortement réagir à ça. Donc ça va bouleverser un certain nombre... C'est en train de bouleverser un certain nombre de secteurs traditionnels. Alors, un petit mot maintenant rapidement sur la protection du patrimoine. Alors, quelles sont les techniques qui sont à disposition des entreprises pour protéger leurs données, et est-ce que finalement c'est pas un peu du bluff tout ça? Est-ce qu'on peut protéger ces données à l'heure actuelle?
Est-ce qu'on peut oui, on peut, mais il faut s'en donner les moyens. Et chez IDC, ça fait longtemps qu'on tire le signal d'alarme. Et moi, j'étais aux assises de la sécurité encore pour le faire il n'y a pas très longtemps. Où le marché, globalement, le marché de la sécurité informatique, enfin, il croît de 4 à 5% par an régulièrement depuis. Et on peut se dire, c'est très très sain, ça croît de 4 à 5% par an, c'est quand même remarquable. Y compris dans les années difficiles, 2008-2009, où là, il y a eu Sauf que entre 2008 et 2015, c'est 7-8 dernières années, le nombre de menaces potentielles a quintuplé. C'est-à-dire qu'en fait, ok, ça croît de 5%, sauf qu'on on fait croître les moyens de 5%, alors qu'en fait, il y a d'une part investir dans les process qui vont bien, etc., et d'autre part investir fortement dans la formation des gens et dans les processus des gens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être évitées si les gens en interne dans l'entreprise faisaient un peu plus attention, en fait. Comment ça se passe, par exemple, chez Ingérop? Vous mettez en alerte alors, est-ce qu'on peut protéger les données? Alors, non seulement on peut, mais on doit. C'est aujourd'hui une priorité pour l'entreprise. Nous l'avons dit, aujourd'hui l'entreprise se numérise, la relation avec le client se numérise, et une défaillance à ce niveau-là, c'est la crédibilité de l'entreprise, c'est l'image de l'entreprise qui s'en ressent. Les exemples aujourd'hui sont nombreux. On voit des entreprises qui se font voler leurs fichiers clients, qui voient leur image et leur crédibilité alterner de façon considérable. Donc effectivement, il s'agit de protéger les données, il s'agit de protéger les systèmes pour qu'ils restent disponibles et en fonctionnement, et tout cela en permettant le mouvement. C'est un peu la difficulté de l'exercice, c'est qu'à un moment donné, vous devez protéger, mais en même temps laisser les marges de manœuvre pour que l'innovation puisse émerger et qu'il y ait dans l'entreprise, dans les directions métiers, la possibilité de monter des prototypes, la possibilité de faire des tests, de monter des projets qui vont aller sur des domaines qui sont encore inconnus. Donc, prendre des risques, en fait. C'est un peu, encore une fois, voilà, la difficulté, c'est que la sécurité absolue n'existe pas. À un moment donné, il faut effectivement protéger le périmètre, mais permettre l'ouverture, parce qu'on voit bien que l'information, elle circule à travers l'entreprise vers son écosystème extérieur. Donc, protéger, mais laisser ouvrir, et protéger et laisser les initiatives et permettre les initiatives. Et bien comprendre quel est le degré de l'information de sécurité. Est-ce que faut la sécuriser de manière absolue, ou est-ce que ça peut sortir, finalement ça ne va pas changer l'avenir de l'entreprise? Et tout cela, sachant que la menace, elle évolue tous les jours. On voit aujourd'hui des tentatives de hacking qui sont stupéfiantes. Donc on est face à une technologie qui croît et qui évolue constamment à une vitesse toujours plus rapide, une importance du numérique dans l'entreprise qui croît et qui envahit tous les domaines de l'entreprise, et une menace qui, elle aussi, est en perpétuelle évolution. Mais là où vous avez à quel point l'exercice est compliqué. Là où vous avez raison, mais il doit sur une chose importante, c'est-à-dire puisque la donnée devient le patrimoine de l'entreprise, et il faut que l'entreprise en prenne conscience et qu'elle fasse un effort de catégorisation et de nomenclature de sa donnée en disant ça c'est de la donnée hyper touchy, je veux la protéger, je veux pas m'en séparer, etc. Ça c'est de la donnée volatile sur par exemple la localisation des clients à un moment donné pour pouvoir lui balancer des promotions. C'est sûr que ça a de la valeur pendant 5 minutes, 5 minutes après, on s'en fiche complètement. Ouais. Donc il faut faire cet effort-là et adapter, mettre en place les infrastructures qui vont bien, qui permettent effectivement, les infrastructures hybrides, qui permettent justement de ne pas dépenser trop pour surprotéger des données qui n'en valent pas la peine, et de dépenser suffisamment pour pouvoir, en ressources et en argent, pour pouvoir effectivement protéger les données ultra confidentielles, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs, restez avec nous. On passe tout de suite au pitch de la semaine.